Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mararabia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop, un programme chargé. Dans quelques instants, nous allons revenir bien évidemment sur la journée internationale du drapeau à Mazir avec nos invités. On évoquera la journée internationale des disparus forcés. Un rassemblement a lieu à Bastille à l'heure actuelle, notamment bien sûr les disparus forcés en Algérie, mais il y a aussi des Tunisiens, entre autres des Marocains, des Syriens qui sont aussi sur place pour commémorer cette grande journée. Nous espérons avoir donc Nassera Dutour, qui est notamment présidente du collectif des disparus forcés en Algérie. C'est le combat de toute une vie, de plusieurs mères, et qui malheureusement, depuis maintenant plusieurs années, sont sans vérité, sans réponse. Elles attendent coûte que coûte. Le combat continue. Et puis on reviendra avec nos invités, bien évidemment. Qui dit disparu dit aussi ces années particulières entre 88, 92, 94. On reviendra sur la justice suisse, donc qui a annoncé mardi clairement hier, donc accusation de l'ex-ministre algérien de la Défense, le général Khaled Nezzar, pour notamment crimes contre l'humanité, soupçonné d'avoir approuvé et coordonné des tortures durant la guerre civile dans les années 90, donc après presque 12 ans d'une procédure qui a commencé donc en 2011 précisément. Eh bien, c'est peut-être ici l'espoir et une petite victoire, en tout cas des personnes qui attendent aujourd'hui d'avoir aussi des réponses. Monsieur Nezzar sera le plus haut responsable militaire jamais jugé au monde pour de tels crimes sur le fondement de la compétence universelle. Voilà ce qu'a annoncé l'ONG Trial, donc dans un communiqué. Le ministère public de la Confédération, MPC, procureur général compris, fait valoir que Khaled Nezzar, en tant que personne influente en Algérie, en sa qualité de ministre de la Défense et membre du Haut Comité d'État, a placé des personnes de confiance à des positions clés et crée sciemment et délibérément des structures visant à exterminer notamment l'opposition islamiste. Sans son suivi, nous dit ici le communiqué donc du ministère suisse, sans son suivi des crimes de guerre et une persécution généralisée et systématique des civils accusés de sympathiser avec les opposants. On reviendra bien sûr en quelques mots à qu'est-ce qu'on reproche réellement à Khaled Nezzar, notamment bien sûr il y a ces 250 000 morts, il y a plus de 23, 25 000 disparus. Certains malheureusement ont fini dans des camps de concentration dans le Sahara, et puis certains sont encore au sein des geôles du pouvoir, c'est-à-dire dans les prisons. On essaiera de comprendre aussi, est-ce qu'ici c'est pas le procès de tout un système, et est-ce que la situation en Algérie quelque part est toujours la même? Allez, sans plus tarder, nos invités. Avec nous, militant politique, enseignant, Abderrahim Moussaouer, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs de El Mararabia, bonsoir à l'équipe technique, et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Il est avec nous aussi, écrivain, ex-officier de l'ANP. Merci Habib Souadia, merci d'être là. Merci à vous, merci pour votre invitation. Merci, et devrait venir nous rejoindre dans quelques instants. Donc Nassera Dutour, je vous le disais, qui est présidente d'abord, qui est une maman de disparus, qui attend vraiment réponse maintenant depuis plusieurs années, et qui est donc présidente du collectif des familles de disparus en Algérie, mais qui milite aussi pour toutes ces causes à travers le monde. Abderrahim Moussaouer, tout de même un mot, c'est la journée internationale aujourd'hui du drapeau à Mazir, et puis aussi des droits à Mazir. On sait combien ce drapeau aussi a créé l'union à travers le Hirak, malgré quelque part que le pouvoir à un moment donné a tenté certainement de diviser. Un drapeau aussi qui a été arraché, on se souvient, pendant le Hirak par la gendarmerie, et puis c'est aussi l'occasion d'avoir une pensée notamment pour Kamira Natsed, qui est président du Congrès mondial à Mazir, qui est derrière les barreaux maintenant depuis 2 ans. Un mot sur ce drapeau à Mazir, qu'est-ce que cela vous évoque? Autant pour moi, mais aussi pour, je dirais, des millions de citoyens à travers le monde,
et principalement en Afrique du Nord, en allant du désert de Siwa en Égypte aux îles Canaries. Il me semble, Chaban, que ces dernières années, on n'a jamais vu auparavant, c'est-à-dire autant d'intérêt autour du drapeau amazigh. L'histoire, elle s'est faite, l'histoire, elle est en train de se refaire. On peut piétiner des lois, on peut tuer des hommes, mais on ne peut pas tuer l'histoire. L'image qui me revient toujours en tête, c'est cette image d'un drapeau amazigh qui a été mis au haut, c'est-à-dire sur le haut d'un lampadaire, et qu'un CRS en Algérie, à Alger principalement, essayait d'enlever. Le drapeau, il était plus haut, je dirais pas plus haut que ce CRS, mais pour dire que le citoyen qui a eu l'idée de le coller au haut de ce lampadaire, c'est bien d'où on vient, où est-ce qu'on va. C'est-à-dire la question qui se pose aujourd'hui autour du drapeau amazigh, c'est toute une culture, c'est toute une langue, c'est toute une humanité, c'est toute une démocratie, c'est toute une histoire d'un peuple millénaire dont la langue n'est pas morte. La langue, elle continue de se faire, elle est étudiée. En parlant du drapeau amazigh, on parle de l'Afrique du Nord, de tout ce territoire de Thamazra, le Mali, le Tchad, le Niger, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. Je pense que depuis, comme tu l'as évoqué, depuis 2019, avec le Hirak, les peuples, non seulement le peuple algérien, mais les peuples de toute l'Afrique du Nord et même les pays de l'Afrique de l'Ouest se reconnaissent de plus en plus, parce que on se pose la question aujourd'hui où on va, quelle est la destinée des peuples de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest. La destinée, on regarde toujours l'histoire d'où on vient. On vient d'un territoire, amazigh, un territoire des hommes libres qui ont toujours eu d'ailleurs des lettres antéphinaires, le Z c'est-à-dire qui nous renseigne sur la racine, le bleu qui parle du nord, et puis vous avez le vert qui signifie la verdure, le jaune qui va au fin fond du désert. Je pense que notre drapeau amazigh mérite bien sa place. Non seulement il mérite bien sa place, mais c'est quelque chose d'évident. Donc c'est une évidence. J'en profite pour souhaiter une bonne fête du drapeau à tous les amazighs du monde. Merci Abdelrahim Moussawal. Sur ces quelques images, on rend hommage donc aux disparus qui aujourd'hui, voilà, pour certains peut-être donc ont perdu la vie, paix à leur âme. Peut-être que d'autres sont dans un endroit où le peuple algérien, les familles attendent toujours d'avoir des réponses. Tendez l'oreille vraiment sur ces images. Vous allez entendre des familles, des papas, des mamans qui justement voilà, s'exprime et explique même que ce 16 avril 96, entre autres, il est 16 heures de l'après-midi, il s'est passé des choses. Voilà, donc la vidéo devrait arriver, c'est la vidéo numéro 10, s'il vous plaît. On va rendre hommage aux disparus. Tendez bien l'oreille, je vous le disais donc, il y a un instant. Donc, on entend ici des témoignages assez bouleversants. Mon fils Abdelmalek, il était emmené le 18 avril 1996 à 18h30. Il était 4 heures de l'après-midi. Un de ses amis, il est monté avec le bidon, il m'a dit Mohamed, ils l'ont pris. Je dirais qu'il a été jugé dans une cour spéciale. Ils sont montés. Personne n'avait assisté. Civil et armés. De sécurité militaire. Je suis la sœur du disparu. J'ai été enlevée, moi et mon frère. Il a été enlevé, lui le premier, puis ils sont revenus vers moi. Moi, j'ai été relâchée le 8 avril 1996. Et j'ai laissé mon frère là-bas. Voilà, désolé pour ce petit souci technique. Habib Souadia, je reviens à vous, ex-officier, écrivain. Quand vous avez entendu la nouvelle hier, donc le général Khaled Nazar qui est aujourd'hui donc rattrapé par la justice
notamment en Suisse depuis 2011. Donc cette ONG Trial, donc qui à plusieurs reprises donc n'a pas lâché le combat, hein, puisqu'à un moment donné, on sait très bien que la justice suisse donc a refusé, a mis fin notamment à cette en 2017. Hein, le procureur général avait classé la procédure donc notamment sans suite. Qu'est-ce que cela vous évoque? C'est une victoire tout de même pour ces personnes qui attendent que justice soit faite? Bonsoir tout le monde. Avant de parler sur ce sujet de Khaled Nazar, j'étais choqué et un peu triste pour cette présentation que vous avez faite, Monsieur Chaban, sur le Maghrébia. C'est le jour même où on célèbre la journée internationale des disparus en Algérie, c'est-à-dire des gens qui sont morts, qui sont disparus, des femmes qui pleurent leurs enfants. C'est le même jour où il y a d'autres Algériens qui fêtent un drapeau amazigh. Et là, franchement, c'est quelque chose de terrible pour moi, parce qu'au même moment où il y a des gens qui fêtent, d'autres pleurent. Et je n'arrive pas à comprendre comment vous avez pu faire ce rapprochement entre les deux événements au même jour. Mais bon, c'est terrible, c'est terrible. Alors, si je puis me permettre, juste, en fait, c'est pas qu'il y a un rapprochement, vu que c'est une actualité. Je souhaitais donner 3 minutes tout de même à cette actualité, et ensuite les actualités, le contenu, parce que mon collègue Nassad Djoudi l'a longuement aussi évoqué derrière. Il fallait prendre tout de même 3 minutes. On a fait ce choix d'évoquer ce drapeau amazigh. Ce sont donc des Algériens qui sont amazighs en Algérie. Ils sont très nombreux. Abdelrahim Moussawel aussi l'a évoqué dans plusieurs pays à travers le monde. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de lien ni de corrélation entre les deux. Il y a ce sujet d'actualité dont vous allez nous parler. Et puis nous allons aussi parler avec, j'espère, Nassera Dutour, et puis vous aussi, sur les disparus, puisque c'est 23 à 25 000 disparus. Il y a cette période. Mais je comprends. Mais en tout cas, il n'y avait pas de volonté de... Et puis en plus, on ne parle pas de fête spécialement. C'est aussi la commémoration, c'est l'hommage aux Amazirs à travers le monde. Mais merci en tout cas d'avoir fait la remarque. Hein. C'est tout le paradoxe de l'Algérie, ce que je voulais dire. Je ne vous reproche rien du tout. Hein. Ce n'est pas à vous que je reproche, ou à votre chaîne, ou aux gens qui parlent de ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. Mais c'est tout le paradoxe de cette histoire, de notre histoire, et de tout ce qui se passe. Et vraiment, ça me rend très triste, et en même temps, je suis... voilà. Bon, voilà. Essentiel. On va parler sur le procès de Nazar. Il a été... on sait très bien que ce qu'il y a de véritablement effrayant dans le totalitarisme en Algérie, ce n'est pas qu'ils commettent des atrocités, mais c'est aussi qu'ils s'attaquent au concept de vérité objective. Et sur ça, Nazar a été rattrapé après des années de mensonges sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont commis. On a parlé de ces crimes il y a déjà depuis 20-30 ans, et les gens comme moi, des victimes ou des militaires ou des ex-militaires ou des intellectuels, certains parlent des génocides en Algérie, de crimes contre l'humanité qui a été commis contre le peuple algérien. Je ne dis pas une catégorie, c'est une catégorie, mais la plupart des gens ont été touchés, que ce soit en Kabylie ou au Sahara, à l'est, à l'ouest. La plupart des Algériens ont été touchés par la sale guerre et par la guerre en Algérie. Et à l'époque, si vous vous souvenez très bien, l'unique ligne de propagande dont disposait le régime et sa presse, elle se présentait comme comme des patriotes algériens qui préservaient l'Espagne contre un danger qui menaçait l'Algérie, la division de l'Algérie, tout ça. Mais tout ça s'est évaporé avec ce qui se passe, mais avec l'histoire de ces génocides. Mais les crimes, ils sont restés. Et les crimes ont été commis en Algérie, et jusqu'à maintenant, on essaye de trouver
un moyen pour qu'il puisse y avoir en Algérie une justice, une véritable justice, une véritable vérité. Et le premier visage qu'on voit, c'est le visage de Nazar, parce que Nazar, c'était le responsable du régime. Même si la plainte a été déposée contre lui, elle sera contre tous les régimes algériens, contre tous les criminels qui se trouvent en Algérie ou ailleurs, d'ailleurs. Et ça ne va pas s'arrêter jusqu'avec Nazar, mais Nazar et ses compagnons, le général Tawfiq, le général Mohamed Lamari, le général Brahim Fadl Sherif, le général Chingriha qui est actuellement chef d'état-major de l'armée, le général-major Samia qui est actuellement commandant des forces terrestres et d'autres généraux bien sûr qui sont en activité ou qui sont en retraite. Donc je pense que c'est une victoire pour les victimes qui ont déposé, ceux qui ont eu le courage, ceux qui ont eu le courage de déposer plainte contre le général Nazar. Ils ne sont pas nombreux, ils sont 2 ou 3 personnes, c'est tout. Donc il y a certains qui ont retiré leur plainte, mais il en reste quand même 1 ou 2 personnes qui insistent sur le fait qu'il y avait un crime qui a été commis contre eux, un crime de guerre qui a été commis contre eux dans les locaux de DRS et dans les camps du Sud. Et donc ce général, il devrait répondre bientôt des crimes et de ses responsabilités autant que responsable. C'est lui qui a nommé tous les chefs des unités opérationnelles et ses adjoints dans la lutte, ce qu'ils appellent eux la lutte antiterrorisme, qui était effectivement une guerre contre les civils. Restez avec nous, Habib Souadia. On va bien évidemment avec vous deux continuer à évoquer cette situation et nous allons écouter ici et rendre hommage bien évidemment à François Agès qui nous a quitté cette semaine, écrivain, grand éditeur, qui nous a quitté cette semaine à l'âge de 75 ans, engagé très jeune dans des actions de solidarité internationale notamment. Et à partir des années 90, vous allez l'écouter dans quelques instants, il s'est fortement mobilisé particulièrement contre les violations des droits humains en Algérie, autant de la colonisation comme depuis son indépendance, notamment Abdelrahim Moussaouer, vous lui avez rendu hommage sur vos réseaux sociaux. On va l'écouter ici, il revient clairement sur la définition de cette période, cette décennie rouge qui a commencé notamment dans les années 90. Il y a il y a une maladie algérienne de la France. La France est malade de son histoire algérienne, qu'elle n'arrive pas à regarder en face, qu'elle n'arrive pas à comprendre, qu'elle n'arrive pas à connaître. Et c'est ce qui fait que, dans les années 90, au moment de la sale guerre contre les civils déclenchée par le régime après le coup d'État de janvier 92, eh bien, elle est tombée, les médias français, la classe politique française, une bonne partie de l'opinion française est tombée dans le panneau de la désinformation organisée par la police politique du régime algérien, qui présentait cette guerre comme une guerre civile, comme une guerre entre les vilains barbus, les vilains islamistes qui voulaient mettre le pays à feu et à sang, et les militaires républicains qui voulaient sauver la démocratie, alors qu'en vérité, c'était une guerre contre les civils, contre les islamistes, bien entendu, ceux qui avaient voté pour le Front islamique du salut en décembre 91, mais c'était surtout une guerre contre l'ensemble de la population, qu'il s'agissait de mettre au pas. Et ça a été fait avec des méthodes absolument effroyables de sale guerre, comme les Français l'avaient fait en Indochine, en Algérie même, comme les militaires argentins l'avaient fait en Argentine dans les années 70. Torture, exécution extrajudiciaire, disparition forcée, voilà. Et ça a été effacé des représentations en France, au moins pendant, je dirais, de 92 à 96, personne n'en parlait. Nous étions qu'une petite poignée d'opposants, de défenseurs des droits de l'homme qui dénoncions ces violations sans être entendus. Après, avec les grands massacres de 97-98, tout d'un coup, les gens commençaient à se poser des questions. Mais disons que la reconnaissance pleine et entière de ce qu'a été cette guerre contre les civils, à ce jour, plus de 20 ans après, n'existe toujours pas en France. François Agès, donc, qui s'exprimait ici clairement sur notamment cette période et les actes du pouvoir algérien qui ont tenté aussi un peu de dissimuler ce qui a pu se passer. Abdelrahim Moussaouer, une réaction, un hommage, et puis voilà cette période où il est clair là-dessus, sur les dirigeants, notamment algériens à l'époque, et le rôle qu'ils ont pu jouer dans cette période atroce. Absolument. François Agès faisait partie, paix à son âme, il faisait partie de ces rares journalistes étrangers par rapport à l'Algérie qui ont toujours lutté, qui ont toujours fait un travail
neutre, un travail basé sur la neutralité et l'objectivité pour savoir et expliquer politiquement, mais aussi les tenants et les aboutissants de ce que faisait le régime algérien, notamment dans les années 90, à travers toutes les conférences qu'il avait animées, à travers ses écrits, mais aussi des livres qu'il avait édités parce qu'il était éditeur La Découverte. Vous regardez tous ces ouvrages, vous allez voir qu'il y a des recherches, des travaux de recherche qui ont été menés pour expliquer, pour clarifier la question de la nature du système en Algérie. Moi, à travers le Magharibia, je pense que ce serait quand même, c'est pas un conseil, mais je recommande à tous nos compatriotes de regarder ces vidéos, de voir ces interventions, parce que c'était quelqu'un, en regardant aujourd'hui François Gez qui nous a quittés hier, et le procès qui se fait contre Nzar, ces deux personnages opposés, l'un qui a des principes, qui respecte l'éthique journalistique, et l'autre que l'on peut qualifier de criminel de guerre. Je pense que là, il est aussi important de rendre hommage à Hossein Ahmed. François Gez a toujours été de ceux qui étaient, c'est-à-dire de ceux que Ahmed écoutait, notamment sur le plan médiatique. Si tu me permets, Chaban, juste une petite parenthèse. Le peuple algérien a vécu des atrocités, il a vécu une colonisation, des millions d'Algériens ont été exterminés à travers l'histoire. Plus de 200 000 Algériens ont été tués dans cette guerre civile qui a été faite contre les civils dans les années 90. Des événements en Kabylie en 2001-2002. Malgré cela, le Hirak, quand il est venu en 2019, il n'était pas pessimiste. Le Hirak n'a jamais été pessimiste, il n'a jamais été défaitiste. On veut avoir un pays qui célèbre cette date historique, un pays qui se reconnaît et qui se réconcilie avec son histoire, son identité, son drapeau, ses langues, etc. Donc, si j'ai juste une petite réponse à donner à notre frère, Monsieur Souaidia, c'est que ce n'est peut-être pas une fête, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le drapeau berbère mérite d'exister. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du drapeau berbère. En aucun cas, notre berbérité fait que nous opposons nos questions. Parce que là, aujourd'hui, je parle du drapeau berbère, mais je suis aussi dans cette émission pour parler des atrocités qui se sont faites, qui ont été perpétrées contre le peuple algérien dans les années 90, les disparus, les assassinés, les mutilés, les torturés, etc. Donc notre lutte, elle continue, mais elle doit être plurielle, sans qu'il n'y ait d'exclusion d'une partie ou de l'autre. Merci Abdelrahim Oussawal, c'est vrai. Je comprends les deux interventions, mais c'est vrai que parfois d'assimiler plusieurs actualités, voilà, c'est normal, hein, ça peut aussi engendrer un peu des avis et des réflexions. Habib Souaidia, vous avez connu très très bien, si je me trompe pas, François Gez. Il avait une analyse et une définition particulière de cette période, peut-être un hommage. Et puis sur ce qu'on vient d'entendre, c'est vrai qu'à l'époque on comprenait, on comprend peut-être encore aujourd'hui qu'il y avait une tentative de dissimuler un peu voilà, le rôle aussi du pouvoir dans cette période très, très difficile, très rouge malheureusement. Oui, effectivement, François Gez, pour moi, c'est un grand ami, c'est un proche, très proche de moi. Je pense que je viens de perdre une référence ici en France. Je pense que l'Algérie vient de perdre surtout les opprimés algériens, viennent de perdre un grand allié. C'est un grand fin connaisseur de l'Algérie. Il peut vous parler pendant des heures de l'Algérie et du régime algérien. Et il parle exactement comme je vous parle moi aujourd'hui de l'Algérie ou n'importe quelle autre Algérie avertie. C'est-à-dire, il peut parler de l'Algérie comme si Aït Ahmed parlait aussi de l'Algérie. Et comme n'importe quel être censé d'une culture, d'une intelligence, d'une sagesse extraordinaire, et qui peut vous expliquer le système algérien, comment il fonctionne. Et c'est vraiment j'ai jamais vu ça, moi, personnellement, quand je le vois à la télévision à certaines époques parler de l'Algérie. C'est le seul Français qui connaît l'Algérie comme aucun autre Français. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et de toute façon, je lui rends hommage, je l'ai rendu hommage. Le samedi, je pense, il sera enterré au cimetière de Vitry-sur-Seine. J'invite tous les Algériens qui connaissent ou qui ont une pensée pour lui d'y aller, peut-être, je sais pas, de commémorer son décès, d'essayer d'écrire des choses sur lui, sur ce qu'il a fait. Je pense que moi je le considère comme un Algérien. Voilà, comme un autre Algérien qu'on vient de perdre, et c'est vraiment une grande perte pour la France, comme pour l'Algérie, d'avoir eu cette nouvelle. Bien sûr, El Maralbia sera présent samedi. Vous venez d'écouter Habib Swadia, vous avez aussi, bien sûr, on sent l'émotion, hein, c'était un proche, un ami très proche à vous, mais il avait tout de même rapidement compris, lui, hein, un peu cette période très particulière, hein, tout de même. Khaled Nezar, on l'a écouté hier, hein, qui a stoppé donc ces élections, hein, clairement, ce processus électoral, cette démocratie qui commençait à prendre de l'ampleur. Je rappelle, c'était 60% des personnes qui ont voté, des Algériens, avec trois partis dans le podium, le FIS, le FLN et le FFS. Rapidement, il a eu cette analyse, un peu le jeu du pouvoir qu'a tenté effectivement peut-être de créer peut-être des coupables, etc., peut-être pour opposer. Mais lui, il parle clairement, il dit voilà, c'est le pouvoir contre les civils. Vous avez cette vision aussi des choses, cette analyse? Vous savez que je vais vous dire quelque chose de très important que beaucoup de gens peut-être essayent de faire de François Gesse, comme certains les éradicateurs essayent de le dessiner sous un faux portrait. Je vais vous dire, François Gesse est un anticolonialiste. C'est un type qui a pris les éditions de la Découverte qui a été fondé par Monsieur Maspero. Monsieur Maspero, il est connu. C'est aussi un homme anticolonialiste. C'est des gens qui luttaient depuis toujours contre le colonialisme et contre le racisme et contre toutes ces maladies qui se trouvent sur cette terre. La Découverte a publié plein de livres sur le colonialisme, sur les crimes de l'armée française en Algérie. Vous avez eu Pierre Vidal-Naquet, l'un des plus grands et connaisseurs de l'histoire de l'Algérie coloniale, et ils ont publié des centaines, voire des dizaines de livres juste sur la guerre coloniale, sur les crimes commis par l'armée française en Algérie. Et ces livres, elles sont là dans les librairies, dans les bibliothèques, et les gens ils peuvent les consulter. C'est-à-dire, François Gesse, il ne vient pas de Mars. Il connaît l'Algérie, il connaît les crimes de l'armée française. Il connaît aussi la stratégie de l'armée française qui consistait à l'époque, pendant la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, à utiliser la torture, les exécutions extrajudiciaires. François Gesse, on a parlé de ces crimes-là avant de rencontrer Nazar ou de connaître ou de voir ce qui s'est passé. Et lui-même, il le dit. Il le répète à chaque fois qu'ils ont, Khaled Nazar et les généraux algériens ont utilisé les mêmes méthodes de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Les mêmes méthodes, pratiquement, moi j'ai contribué, j'ai écrit La Sale Guerre en disant, en racontant ce que moi j'ai vécu, et lui il trouvait ça extraordinaire, mais il me disait Habib, mais c'est pratiquement, c'est la même doctrine française qui a été utilisée contre Ben Mehdi, contre Amirouche, contre les gens de l'Alen, elle a utilisé par le général Nazar, le général Mohamed Lamar et les autres généraux putschistes contre le peuple algérien. Donc, c'est-à-dire que ce type ne vient pas de nulle part. Il connaît l'Algérie, il connaît la guerre contre l'Alen historique. Il connaît le Hosseini Ahmed parfaitement, puisqu'on se rencontrait tous et ils parlaient ensemble de politique et de la guerre et des personnalités et machin. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un vilain
canard qui vient de je sais pas où et il s'immisce des affaires des Algériens. Exactement. C'est-à-dire c'est quelqu'un intellectuellement, il est engagé intellectuellement à gauche, ou si vous voulez dire ce que vous voulez, mais c'est un il savait de quoi il parlait. Restez avec nous, on va l'écouter justement ici, puisqu'il est revenu aussi sur cette période du Hirak. Si bien que quand le Hirak est arrivé en février de cette année, à la surprise de tout le monde, je veux dire, ça, en effet, personne ne l'avait anticipé. Les médias français en particulier ont eu les plus grandes difficultés à comprendre ce qui se passait, d'où sortait ce mouvement, parce qu'ils avaient renoncé en plus à suivre depuis 20 ans l'actualité algérienne au motif que tout simple que oulala, l'Algérie c'est compliqué, on sait qu'il y a des manipulations, on sait qu'il y a des informations, on sait qu'il y a des groupes islamiques manipulés par la police politique, par l'armée, mais le détail de ça on veut pas le savoir, alors qu'on peut le savoir. Nous, Algeria Watch, depuis 20 ans, depuis 97, plus de 20 ans, nous documentons ces crimes, nous documentons le rôle de la police politique, tout ça est connu, nous ne sommes pas les seuls, d'autres grandes ONG internationales l'ont également fait. Donc si on veut savoir, on peut savoir, mais les Français, les médias français, au nom de cette maladie algérienne, au nom de cette non-reconnaissance du rôle néfaste qu'elle a joué dans ce pays-là pendant si longtemps, eh bien aujourd'hui continuent à se fermer les yeux. Abderrahmane Moussawer, Bessodia est jeune aussi, il a l'expérience derrière lui, mais vous en avez aussi une, vous connaissez le pays. Quand on voit aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, il y a cet arrêt du processus électoral. À l'époque, les médias commencent à parler, les Algériens ont voté, tout le monde rêverait dans une législative, même dans des pays occidentaux européens, qu'il y ait 60% qui aillent se précipiter dans les urnes. Les Algériens avaient parlé. Aujourd'hui, on le sait, le 12-12-2019, par exemple, le peuple n'en voulait pas. Il y a eu une abstention, un boycott, mais une abstention qui dépasse tous les records. Et je ne parle même pas des législatives, des communales, et puis même du référendum de la Constitution, où le peuple n'en voulait pas. Est-ce que, selon vous, on est aujourd'hui, c'est pour ça que le titre de l'émission, c'est aussi, effectivement, il y a le général Nozar, et Habib Souadia l'a bien évoqué en disant c'est aussi plein de personnes derrière elle, d'ailleurs les personnes citées. Je le rappelle, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un droit de réponse. La chaîne est ouverte à tout le monde et en direct. Ça a changé aujourd'hui depuis. Est-ce que vraiment le pouvoir a libéré l'Algérie comme il l'avait dit à l'époque ? Si je reprends je dirais pas des propos, mais la vision de François Gèze concernant la nature du système en Algérie, lui qui était un grand anticolonialiste, son inscription dans la lutte pour la vérité et la justice en Algérie fait de lui aujourd'hui, paix à son âme, un militant anti-néocolonialiste dans la mesure où finalement, rien n'a changé. On a posé la question à Hossein Ahmed, est-ce que l'Algérie a eu son indépendance? Oui, en 1962, l'Algérie a eu son indépendance contre l'une des plus grandes puissances coloniales de l'époque. Mais aussitôt, le pouvoir a été repris par un système, on l'a dit à l'instant, un système qui a repris les mêmes méthodes coloniales, c'est-à-dire la torture, le piétinement des droits humains, les déportations, la disparition de citoyens. Donc on parle de disparus. Donc, est-ce que les choses ont changé? Peut-être ont changé, mais de façon un peu plus délicate, plus dangereuse. À l'ère de Internet, des réseaux sociaux, etc., on continue aujourd'hui d'emprisonner des journalistes, d'emprisonner des chercheurs scientifiques. Là, je pense à Mustafa Benjama, je pense à notre frère aussi, Raouf Farah, je pense à toutes ces Algériennes qui n'ont pas, je parle des mamans principalement, qui n'ont pas eu une trace de leurs enfants qui ont été déportés, qui ont disparu, je dirais même, ils sont portés disparus à partir des années 90. Aujourd'hui, le 1er novembre 2020, presque une année après la désignation par la junte militaire d'Abdelmajid Tebboune comme comme chef de l'État, il y a eu piétinement d'une date historique, le 1er novembre, pour mettre en place une constitution antinationale, anticonstitutionnelle, antipopulaire et antisociale. Donc c'est toujours l'histoire de ce système néocolonial qui se répète de 62 jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que nous continuons aujourd'hui, mon frère Chaban, de parler de cette situation politique qui prévaut en Algérie, où il y a des tortures, où il y a un piétinement des droits humains, où personne n'a le droit de parler, personne n'a le droit de s'exprimer, personne n'a le droit de faire quoi que ce soit. François Gèze, tu m'excuses parce que là je fais le parallèle, mais c'est important dans l'Algérie d'aujourd'hui. Il parlait dans les années 90
du général Nazar al-Ammari, ce ne sont pas les opposants fils de famille, je dirais, qui ont ramené les Glucksmann et BHL dans la chambre des opérations de l'ANP. C'est plutôt le système, le pouvoir militaro-policier qui nous gouverne. Le peuple algérien aujourd'hui aspire à une vie meilleure, à une vie sereine. Il aspire à vivre dans son pays comme un citoyen qui se respecte, mais qui est respecté dans ses droits les plus élémentaires. La réponse, c'est non. Le changement, il n'a pas eu lieu en Algérie. Et avec ce système néocolonial, il n'aura pas lieu, sauf avec l'éveil populaire, comme on l'a fait en 2019 jusqu'à aujourd'hui, parce que nos concitoyens qui nous parlent à partir d'Algérie, ils nous disent le Hirak n'est pas mort, comme certains larbins du régime veulent nous faire comprendre. Le Hirak, il continue dans les esprits. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on voit les manipulations, on voit les emprisonnements, les arrestations abusives de ce système qui continue, ça nous renseigne sur sa peur de la légitimité populaire. La légitimité populaire, elle est là. Le peuple, il est là. Le peuple, il est serein. Le peuple, il est conscient des questions politiques, mais aussi géopolitiques qui guettent sur l'Algérie. Mais le régime, il a peur d'une chose, il a peur du peuple. Il aspire à une seule chose, il aspire à sa continuité. Merci, restez avec nous. On va écouter ici le troisième extrait de François Agès qui revient notamment sur Le Drian, Emmanuel Macron, sur la transparence électorale. Vous allez comprendre que ça arrange plutôt le pouvoir français que le pouvoir algérien soit encore en place aujourd'hui. Oui, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, derrière des déclarations qui ne mangent pas de pain, parce que dire qu'on est pour des élections transparentes, on est tous pour des élections transparentes. Quand on connaît le régime algérien et les élections truquées qu'il a enfilées depuis des décennies, on se demande bien ce que ça veut dire. Non, en vérité, ce qui préoccupe M. Le Drian comme M. Macron, au demeurant, c'est la stabilité du régime. Donc, il présente une élection présidentielle qui est censée avoir lieu maintenant le 12 décembre, comme la nécessité qu'elle soit transparente, etc., et que ça soit la voix du peuple, alors que le peuple, il est dans la rue tous les vendredis depuis plus de 9 mois pour dire qu'il ne veut pas d'élection comme ça sous tutelle de l'armée, qui veut que tout le monde dégage, que les généraux, y compris ceux qui organisent cette élection présidentielle, s'en aillent. Et c'est ça dont les Français ne veulent pas non plus. Eux, ils préfèrent que les généraux y restent. Parce que pour eux, les généraux, aussi antidémocratiques soient-ils, aussi truqueurs d'élections soient-ils, c'est pour eux, dans leur représentation, la représentation des élites françaises, de notre ministre des Affaires étrangères et de notre président de la République, la garantie de la stabilité de ce régime qui est très important pour celle de la région, etc., etc. Mais là aussi, il y a une méconnaissance des racines profondes de la révolte populaire et de tous ses traits, une méconnaissance profonde de ce que demande véritablement le peuple algérien. Habib Souaidia, j'aimerais avoir votre avis. Il nous reste 6 minutes d'émission. Voilà, ce qu'a annoncé hier donc la justice suisse arrive tout de même dans un contexte et dans une conjoncture particulière. D'abord, une diplomatie qualifiée par les observateurs, les analystes algériennes, limite schizophrénique. Il y a eu ce balai des limousines, ces rencontres, etc. Mais on voit qu'il n'y a pas spécialement de clé. Le BRICS n'est pas passé. On n'a pas contacté vraiment l'Algérie n'a eu aucun pouvoir dans ces conflits, notamment au Niger, la Russie et l'Ukraine, encore moins au Gabon avec ce qui se passe. Ça fragilise de plus en plus le pouvoir algérien aujourd'hui. Vous le voyez comment, ce pouvoir? Il est encore présent tout de même, puisque les Algériens sont face à quelque chose de très, très difficile. Abderrahim Moussaouer en parlait. Comment vous le qualifiez? Quelle perspective vous lui donnez dans quelques semaines ou quelques mois? Je pense que le pouvoir en entier, ceux qui sont à l'intérieur du système comme ceux qui sont à l'extérieur du système, même s'ils essayent de montrer ou de démontrer qu'ils sont solides et que tout va bien et que il y a aucun problème entre eux. Je sais que on sait tous, en fuyant l'Algérie parce qu'il était recherché par la justice algérienne, et il les a menacés depuis Barcelone, et il a même ordonné, ou soi-disant, il a incité les gens à prendre les armes contre Gaïd Salah pour le renverser. Souvenez-vous de tout ce qu'a fait Khaled Nazar pendant toute sa carrière jusqu'à l'heure actuelle. Donc, la question, excusez-moi, je vous interromps comme le temps passe vite. La question que je vous posais tout à l'heure, elle est liée aussi sur le fait que 88, 90, 92, voilà ce qui se passe, et des décennies après, on
commémore, on rend hommage au général Khaled Nazar. Mohamed Medien dit Toufiq il y a un an. Ce pouvoir, il est encore en place, il est fragilisé, il est dans quelques mois, le peuple algérien pourra avoir enfin une nouvelle démocratie, enfin une nouvelle ouverture, selon vous? Je pense que, selon moi, c'est le même système. C'est les nouveaux patrons qui rendent hommage aux anciens patrons et à leur héritage. C'est-à-dire qu'ils sont complices les uns aux autres, qu'ils sont amis dans le crime. C'est une bande, vous pouvez dire une bande de criminels qui se protègent mutuellement les uns les autres, et que je pense pas que même aujourd'hui Nazar, même s'il est menacé par la justice suisse, au fait, il reproche au fait aux victimes d'avoir recours à la justice que eux ont bafouée en Algérie. Et ça, c'est terrible. C'est des gens qui n'ont aucune morale. C'est-à-dire qu'ils reprochent aux gens, en 1990, pendant les années 90, les gens, ils ont été enlevés de leur maison. C'est-à-dire, ils n'ont même pas eu droit à la justice. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Les victimes, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent juste rendre justice à ce qui a été fait. Et eux aussi, maintenant, ils essayent par tous les moyens de s'échapper à la justice. Mais je pense que Nazar, il va finir, il a fini déjà pour la plupart des Algériens. Ces généraux sont dans la poubelle de l'histoire. Merci. Je le dis et je le répète, Hossein Ait Ahmed, il l'a dit dans mon procès, le procès de la Salguerre à Paris, il l'a dit à Khaled Nazar. Ce qu'il y a entre vous et nous est un fleuve de sang, monsieur Nazar. Et il a été absorbé, c'est-à-dire qu'il est devenu complètement dingue à ce moment-là. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, ce qui sépare ces gens de nous, Algériens, je pense que c'est un fleuve de sang, et ce fleuve de sang, il coule toujours. Il faut un jour ou l'autre rendre justice aux victimes. Voilà. Merci, rendre justice aux victimes. Merci Habib Souadiya. Abderrahim Moussawal, je sais que vous savez le faire. 30 secondes, comme à chaque fois, souvent. Le mot de la fin, le mot d'espoir, ou peut-être une citation, un mot rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire dans l'histoire contemporaine algérienne, mais il faut toujours revenir à ce qui s'est passé bien auparavant. Nous sommes dans la continuité d'un système qui était, avant c'était un système colonial, aujourd'hui un système néocolonial, qu'on dit en assumant nos propos. Si j'ai quelque chose à dire, bien sûr, l'espoir, il est toujours là. L'espoir est toujours l'allié objectif de l'histoire. Nazar n'attend pas la justice suisse pour qu'il soit condamné. Il est déjà condamné par l'histoire et par le peuple algérien. Ainsi que tout ce cartel des généraux. On parle du cartel des généraux, ce cartel qui maintient les rênes du pouvoir en Algérie. Merci infiniment, merci Abderrahim Moussawal et merci Habib Souadiya. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Nassera Dutour qui est très prise à Paris pour se rendre hommage aux disparus à qui on a une pensée. On a diffusé des hommages ce soir. On y reviendra aussi samedi dans le cadre de la rétro info de la semaine et on espère avoir Nassera Dutour. Merci infiniment à l'équipe en régie de nous accompagner à chaque fois. Dans quelques instants, l'édito de Jameldine Benchenouf et Jamel Taleb, si je ne me trompe pas, pour Al-Umq. Bonne soirée à tous. وين هم